Bien, bonjour à tous, bonjour à nos participants cancalais qui nous rejoignent et qui vont explorer des relations avec l'archipel du soleil levant, le Japon. Je suis très heureux de vous accueillir pour explorer ensemble le futur de l'hydrogène et la ruée vers l'éco-aviation. Je vous propose de l'aborder à travers le prisme d'un jumelage. Cancale est une cité véritablement ouverte sur la mer à travers cette baie du Mont-Saint-Michel qui a permis une histoire étonnante de découvreurs et de pionniers. Je pense en particulier à des marins qui ont établi des comptoirs de l'autre côté de l'Atlantique, mais peut-être aussi plus proche avec les îles anglo-normandes. Et cela se traduit toujours aujourd'hui par des échanges festifs, le carnaval qui rapproche chaque année Cancale et la paroisse Saint-Clément à Jersey. Alors au Brésil, oui, il y a eu des navigateurs cancalais, des pionniers qui sont allés établir des comptoirs, parfois contextes difficiles, des contextes religieux, contexte de la réforme protestante, et qui a amené des diasporas, des communautés maritimes à se développer vers d'autres horizons. C'est ce que nous allons explorer ensemble à travers ce sujet inédit, ce carrefour de lianes et de coopération qui a fait aussi rayonner Cancale à travers ses aventuriers des mers dans des contrées lointaines. La relation avec le Japon est à double entrée. Vous savez que les Cancalais ont été des pionniers à s'établir au Brésil et Sao Paulo, la capitale économique du pays, est dotée aujourd'hui de la plus importante communauté japonaise d'Amérique du Sud. Il existe aussi une communauté de marchands, de négociants très importante au Brésil, ce sont les Libanais. Mais rapprochons-nous peut-être davantage du Japon, qui est le sujet qui nous réunit aujourd'hui. Ce Japon qui a aussi été un laboratoire de l'économie bleue, qui a été aussi extrêmement proche des défis rencontrés par les ostréiculteurs de Cancale. Et je pense en particulier à l'économie circulaire, à l'ensemble des dynamiques de coopération qui ont pu se mettre en place avec les professionnels de la pêche de la baie de Sendai. Sendai qui est aujourd'hui jumelée avec la capitale bretonne. Alors, la haute technologie navale a nourri de beaucoup d'innovations dans le secteur aéronautique, en particulier avec les premiers hydravions qui sont nés dans des hangars à bateaux avec, notons, les hydravions, les premiers prototypes, les premiers modèles qui étaient fabriqués en bois et en tissu. Et nous allons explorer comment Cancale est un formidable territoire qui associe ce jumelage entre ciel et terre. En jouant effectivement un rôle de carrefour d'économie circulaire, mis en valeur par de nombreux talents et de savoir-faire du territoire, qu'ils soient même culinaires, je pense à la route des épices, mais les sciences, l'innovation, la technique est aussi un formidable déclencheur de sagas industrielles et nous allons l'explorer ensemble à travers ce jumelage des symboles, à travers la rencontre de cette dimension silencieuse et éternelle de l'hydrogène et l'audace de la conquête du ciel venue perturber ce qui semblait à jamais imperturbable. Alors, quelques innovations extrêmement fortes nées justement sur les côtes de la Manche. Je pense en particulier à une figure de Cherbourg qui s'appelle Félix du Temple et qui, avec son frère en 1857, vont réussir à établir un premier avion motorisé à échelle réduite. Il dépose des brevets. Vous avez à la droite de cette slide représenté l'un des premiers modèles extrêmement intéressant qui s'appuie sur des toiles. On pense bien entendu aux navigateurs, aux toiles cancalaises, mais aussi à un mouvement très intéressant d'horlogerie. Je me suis intéressé à ce sujet tout particulièrement en référence à l'emplacement historique d'une bijouterie-horlogerie qui a été créée dans la baie du Mont-Saint-Michel par mon arrière-grand-père. Donc vous avez le nom ici à l'écran, la Grande Rue
des Stuart. Et cette bijouterie-horlogerie va développer une véritable culture de l'innovation. Vous avez en bas résumé les grandes orientations. L'horlogerie a besoin d'OPA, oser, préparer et anticiper l'avenir. Et c'est véritablement ça qui a inspiré le savoir-faire horloger dans la baie du Mont-Saint-Michel, aux portes de Cancale, mais nous allons voir comment cette passion a aussi été extrêmement utile pour défricher, inventer et créer. Alors l'horlogerie a effectivement beaucoup stimulé les temps pionniers de l'aviation. Je voudrais rappeler, et vous l'avez sans doute vu dans la vitrine de cette bijouterie-horlogerie dans la baie du Mont-Saint-Michel, au fronton, un logo qui fait beaucoup sensation à l'époque, qui est la marque Zénith, lancée par un pionnier, Georges Fabre-Jacot. Il est suisse et beaucoup d'aviateurs vont être extrêmement sensibles et particulièrement fidèles de ce garde-temps précis et précieux qu'il va mettre en place, qu'il va mettre à leur disposition malgré les conditions extrêmes de l'aviation. Et c'est Louis Blériot qui, dans une lettre, remerciera justement son fondateur en saluant le souci de l'exactitude des montres Zénith. Alors nous allons explorer comment finalement l'aviation a été au carrefour de plusieurs filières, comment elle a aussi reconverti des savoir-faire dans ses débuts. Mais je voudrais vous dire que l'horlogerie a aussi énormément voyagé et que d'autres personnalités ont porté des montres Zénith. Je pense en particulier à Gandhi, qui avait comme montre de poche en argent une montre Zénith qui était l'une de ses rares possessions matérielles et qui accompagnait son quotidien, signalant ses heures de prière grâce à une fonction d'alarme. Et cette montre lui aurait été volée lors d'un voyage en train en Inde, et le voleur, rempli de culpabilité et de remords, lui aurait rendu 6 mois plus tard en lui demandant pardon. Et cette anecdote sur cette montre Zénith a été partagée par Gandhi dans son journal. Alors, l'horlogerie a beaucoup voyagé. Nous allons étudier ensemble comment finalement Cancale a peut-être aussi un lien avec le Japon, qui a été aussi une terre d'innovation en matière horlogère, puisque Seiko a été l'une des premières marques à commercialiser la montre à quartz. Alors, d'autres innovations technologiques, d'autres innovations techniques émergent dans le contexte des Jeux olympiques qui initialement devaient se dérouler à Tokyo en 2020 et qui mobilisent à la fois des constructeurs automobiles, je pense en particulier à Toyota, qui a été aussi accueilli du côté de Cancale à travers une grande conférence organisée par le réseau Si tous les ports du monde. Et Toyota réfléchit à de nouveaux véhicules nomades en vol libre, développe les solutions du futur et entend utiliser les Jeux olympiques et paralympiques comme une véritable vitrine pour mettre en valeur cette vision du futur de transport de bus autonomes à l'hydrogène, comme il en existe déjà à titre expérimental à Singapour, mais également de nouvelles possibilités de faire fonctionner des véhicules avec des énergies propres, avec des énergies du futur. C'est précisément ce qui anime aujourd'hui ce que le Japon appelle la société de l'hydrogène et qui vise à faire de grandes métropoles les véritables pionniers, les laboratoires avancés qui pourront certainement stimuler et enrichir des dynamiques d'avenir en matière d'éco-aviation. De grands programmes résidentiels, des villages olympiques prévus pour accueillir les athlètes vont effectivement entièrement fonctionner à l'hydrogène. Et c'est précisément ce que prépare notamment la ville de Tokyo. Et puis, c'est aussi finalement une transition à réaliser entre l'industrie 4.0 que nous connaissons aujourd'hui dans son stade d'aboutissement ultime et l'avènement d'une nouvelle société, une société 5.0 qui fait son arrivée au Japon dans un contexte de vieillissement de la population, dans un contexte de spécialisation intelligente, de recherche de valeur ajoutée sur de nouveaux process et de nouvelles dynamiques collaboratives et bien entendu transfert de technologies.
Alors, le Japon, dans son grand passé maritime, insulaire, a effectivement eu beaucoup de rapports à la fois avec Cancale sur la question des huîtres, sur la reconstitution de parcs qui avaient été décimés par des maladies, et l'intérêt aujourd'hui de l'économie bleue, de l'économie circulaire, rentre peut-être écho avec ce débat sur l'hydrogène qui anime fortement la société japonaise. Alors revenons peut-être un peu sur finalement ces temps pionniers de l'aviation et nous allons retrouver le lien effectivement qui pourrait se développer avec nos amis japonais sur l'hydrogène. D'abord rappeler que les pionniers de l'innovation et de l'aviation transmanche se sont très vite inspirés de la marine et du biomimétisme. Comme je vous l'indiquais, Félix Dutemple et d'autres figures vont effectivement beaucoup regarder et étudier le vol des oiseaux, mais aussi s'inspirer de la haute technologie navale pour faire germer des innovations aéronautiques. Et ça, c'est un élément extrêmement fort pour la baie du Mont-Saint-Michel, qui a eu effectivement un rôle très important de carrefour transmanche avec les îles anglo-normandes et un cabotage extrêmement actif qui existait depuis l'époque antique et qui a illustré aussi des relations extrêmement fortes avec Granville, mais aussi avec le Sud-Manche. Ce sont aussi des corsaires qui vont, par la période assez intermittente de la guerre de course, s'intéresser à la manière de recycler des navires, trouver de nouveaux usages, développer de nouvelles mobilités. Et les armements corsaires seront également des pôles d'innovation entre terre et ciel, entre terre et mer, et nous allons étudier ensemble comment finalement ces relations maritimes ont stimulé énormément d'inventivité. Alors, je vous parlais des îles anglo-normandes et de Jersey, où la ruée vers l'hydrogène est aussi extrêmement forte, stimulée. Je voudrais vous rappeler que l'hydrogène vient du grec ancien « eau » et du suffixe « gène » qui génère, qui forme et qui engendre. Des ruées vers les énergies ont été extrêmement stimulées pendant plusieurs révolutions industrielles. Je voudrais vous rappeler peut-être pour nos participants de Cancale l'importance des charbonniers de Jersey qui étaient aussi très présents dans la baie du Mont-Saint-Michel et qui ont animé un cabotage extrêmement actif avec les îles anglo-normandes. Et donc, c'est les énergies du futur, et je pense que Jules Verne l'a aussi, à travers ses séjours à Dinard et dans d'autres villes, mis en valeur, notamment à travers une œuvre qui s'appelle Les Indes Noirs, qui justement illustre cette complémentarité avec ces pays celtiques qui avaient des échanges manufacturiers extrêmement développés. Et plusieurs expositions ont à ce titre mis en avant ce grand savoir-faire. C'est en particulier dans le bassin industriel de Nantes-Saint-Nazaire, au niveau des forges de Trignac, qu'a été mis en avant une exposition acier breton, charbon gallois et irlandais pour bien montrer l'interdépendance européenne avec nos cousins celtiques. Et progressivement, au début du XXe siècle, s'est cristallisé un intérêt pour de nouvelles énergies du futur. C'est tout particulièrement une grande exposition nationale en 1924 qui va mettre en valeur la fée électricité et l'ensemble des avancées techniques qu'elle peut apporter pour les travaux de mécanisation à la campagne, dans les fermes, dans des exploitations, et qui va permettre des avancées extrêmement fortes dans la baie du Mont-Saint-Michel. Alors aujourd'hui, l'hydrogène est une priorité, soutenue, encouragée par les institutions européennes. Il s'agit du Green Deal, porté par la Commission européenne avec un agenda extrêmement ambitieux et une feuille de route que vous avez ici à l'écran, avec des régions qui sont aussi des animateurs, des stimulateurs de politique hydrogène, politique publique régionale, qui entendent dans différents territoires déployer des écosystèmes dont vous avez ici la déclinaison régionale. Il est important également de réaliser un petit benchmarking. Je vous ai parlé de cette dynamique insulaire développée dans les îles anglo-normandes. Nos voisins normands aussi mettent en place une stratégie régionale hydrogène. Vous voyez qu'elle est assez bien structurée le long de l'axe Seine, mais il y a aussi d'autres dynamiques qui émergent dans la Manche. Je pense, si vous regardez bien la carte très à gauche,
au large du côté de l'archipel de Chausey, il y a également un pôle d'autonomie énergétique qui se met en place et qui pourrait bien entendu intéresser des acteurs à Cancale en s'appuyant peut-être sur le dynamisme des jumelages, des relations européennes qui existent et du partenariat avec la paroisse Saint-Clément à Jersey. Il y a également un écosystème hydrogène qui se développe en région Pays de la Loire. Je vous parlais de plusieurs bassins industriels qui ont eu des liens aussi avec les couloirs, les axes maritimes transmanche, Nantes-Saint-Nazaire notamment. Ici, vous pouvez voir différents pôles, à la fois en Vendée, également en Loire-Atlantique, mais dans les terres, dans la Sarthe, du côté du Mans et aussi à Angers. Alors, je vous parlais peut-être aussi de la relation entre le littoral et l'arrière-pays. Vous savez qu'un projet est en train d'émerger, il s'appelle Green Pig et il a vocation à transformer de l'urine de porc en hydrogène vert. 20 litres d'urine de porc peuvent permettre, grâce à ce projet, de produire 1 kg d'hydrogène vert. Et ce kilo d'hydrogène va notamment être extrêmement utile pour permettre de parcourir une centaine de kilomètres en voiture. La production d'hydrogène vert à base d'urine de porc est le fruit d'un processus d'électrolyse alimenté par des éoliennes. L'urine est recueillie à la source, puis filtrée et ressort à l'état de carburant vert. Transformer l'urine en hydrogène vert, en hydrogène renouvelable, c'est effectivement l'objet du projet Green Pig que je vous invite à découvrir. C'est un chemin industriel européen qui pourrait inspirer la route des biocarburants du XXIe siècle et cette ruée que nous connaissons aujourd'hui vers l'hydrogène. Alors, pour aborder ce débat, je vous propose de regarder ensemble 3 questions. Entre Cancale et le Japon, comment finalement, à travers les liens qui se sont développés, notamment dans le domaine de l'économie bleue, dans la valorisation des minéraux marins, des coquillages et en particulier des huîtres, comment l'hydrogène et l'éco-aviation pourraient aussi développer des relations croisées avec l'Extrême-Orient, avec nos amis japonais. Quelles dynamiques collaboratives ont pu émerger entre la Bretagne et le Japon? Et quels enseignements demain en tirer pour hisser Cancale dans cette société de l'hydrogène japonaise qui émerge, qui est aussi portée à Sendai à travers différents pactes de propriété intellectuelle qui visent à accueillir des activités de recherche et de développement. Nous allons nous replonger dans ces temps pionniers de l'aviation en vous rappelant effectivement que, et là vous avez le prototype assez exceptionnel de Léon Levavasseur, que finalement, les premières innovations sont nées de la mer, de canots de course, et vous pouvez l'imaginer de manière assez visible à travers ce bateau transformé en avion ici dans ces slides. Je vous ai parlé de Félix Dutemps. Ce qui est assez extraordinaire, c'est que finalement, ces premiers modèles qu'il avait brevetés sont très largement inspirés de voiles de bateau et on pense effectivement à ces grandes relations maritimes, à ce rayonnement de Cancale au-delà des mers, au-delà des océans, du Brésil jusqu'au Japon. Vous avez effectivement ce modèle imaginé par Félix Dutemps qui nous permet de nous projeter dans cette relation, cette reconversion entre haute technologie navale et haute technologie aéronautique. Alors, relier les continents est aussi un défi qui intéresse d'autres territoires et je voudrais vous citer un projet extrêmement ambitieux de Vertiport développé en Italie et qui est porté par une agence de design italienne qui s'est associée avec un constructeur chinois qui s'appelle Iwang et qui développe des taxis autonomes volants. Un accord a été signé avec la ville de Lyon et ce développement est extrêmement stimulant pour retrouver des relations entre la Bretagne et l'Extrême-Orient. Taïwan est une île qui a été aussi occupée pendant 80 ans par le Japon. Il y a donc également des liens avec un certain nombre d'enclaves en mer de Chine et la puissance technologique taïwanaise pourrait effectivement peut-être développer aussi des liens indirectement dans cette relation Cancale-Japon.
Merci à tous de votre attention. Je voudrais mentionner des pionniers de l'aviation qui ont marqué le territoire. Alors, les plus célèbres d'entre eux, à l'échelle du Grand Ouest, je pense en particulier à Roland Garros, qui a passé son brevet de pilote à l'aérodrome de Cholet, dans le Maine-et-Loire. Il y a également Antoine de Saint-Exupéry, qui a passé une enfance dans la Sarthe, du côté du Mans, où il était lycéen. Et enfin, le comte de Lambert, qui a été le premier à survoler la Tour Eiffel. Alors, la Manche, effectivement, est une terre de bâtisseurs, de sagas industrielles. Je voudrais vous rappeler que Guillaume Faury, l'actuel PDG d'Airbus, est originaire de Cherbourg, ce qui est un élément extrêmement important pour les relations transmanche que Cancale pourrait développer avec des territoires partenaires. Alors, je voudrais vous parler effectivement de plusieurs sagas industrielles qui pourraient intéresser Cancale. Je vous ai, à travers des images d'archives, mis en avant l'importance du textile et de ces voiles qui avaient permis de créer de premières aéronefs. Vous parlez aussi d'un événement en particulier qui s'appelle le Noël de la fabrique de parachutes. Il s'agit d'une société qui s'appelle l'Aviorex et qui a recruté de nombreuses femmes ouvrières en pleine crise du textile. Et lors d'un Noël, des chutes de tissus pour fabriquer des parachutes vont être réutilisées. Et progressivement, on va se rendre compte qu'il est possible de développer de nouveaux usages et notamment des ballons à l'hélium. Et cela sera une micro-révolution dans le domaine de la filature, car on réalise qu'il est possible de transporter du gaz. Et c'est peut-être là qu'il est possible aussi de faire germer de nouvelles innovations depuis Cancale, depuis la baie du Mont-Saint-Michel, en s'inspirant d'autres territoires. Alors aujourd'hui, vous avez des startups qui se sont appropriées le sujet. Il y a notamment cet exemple de start-up espagnole qui entend proposer des voyages spatiaux en ballon d'hélium. En nous rapprochant maintenant de notre territoire et peut-être aussi de l'arc atlantique, si effectivement l'hydrogène fait partie des initiatives pour encourager l'écoaviation et une offre de transport aérien écologique, il existait également de nombreux projets développés dans le bassin industriel de Nantes-Saint-Nazaire. Beaucoup de brevets ont été déposés. L'un des groupes précurseurs, c'est notamment Air Liquide, qui a breveté énormément de procédés avant de les industrialiser. Air Liquide a par exemple exploré des mélanges de gaz de l'air en utilisant par exemple de l'hélium, et cette entreprise faisait déjà tourner dans les années 60 des véhicules et des bus expérimentaux qui fonctionnaient avec des gaz liquéfiés. Il y a aussi d'autres pistes qui ont été explorées, comme l'optimisation des transports de méthane en chargeant sur les méthaniers vides sur le chemin du retour en CO2 pour produire dans les zones exportatrices, notamment le Qatar et le Golfe Persique, des agrocarburants de troisième génération type microalgues. Alors, une relation aussi qui est intéressante à explorer, c'est peut-être la relation aussi avec des acteurs gaziers qui y voient un intérêt et notamment une relation avec le monde de l'exploration spatiale, puisqu'il existe un gaz extrêmement léger dans l'univers qui est l'hélium et qui lui aussi intéresse des acteurs gaziers. Aujourd'hui, tous les pays du monde peuvent fabriquer des gaz liquéfiés. Toutefois, il semblerait que de nombreuses recherches aient été développées en Bretagne, en particulier depuis le bassin industriel de Nantes-Saint-Nazaire, à savoir dans l'oxygène, l'azote, le propane ou le gaz carbonique. Il y a eu alors une prise de conscience collective qui a été aussi encouragée suite à différents épisodes et notamment des catastrophes environnementales dans les années 79-80. Alors, comment effectivement réfléchir ensemble à de nouveaux modèles de mobilité? Comment réfléchir à l'éco-aviation et s'interroger
si finalement l'écoaviation pourrait être un nouveau modèle de mobilité qui pourrait s'appuyer sur le pétrole de la baie, l'hydrogène. D'autant que beaucoup d'entreprises émergent avec des solutions et des technologies qui évoluent en permanence et qui pourraient rendre tangible l'idée d'emprunter des taxis volants. C'est le terme qui a été retenu pour cette conférence débat. Alors, la thématique des taxis volants, il y a bien entendu sur cette approche des projets phares mis en place, qui est notamment celui d'Airbus. En partenariat avec un designer italien et Volkswagen, ce projet s'appelle Pop-Up. C'est un prototype de capsule volante dont la structure en carbone est conçue et réalisée à Bougnay, aux portes de Nantes. Et il y a une centaine de projets similaires dans le monde. Airbus, comme d'autres acteurs, ne veulent pas rater le coche. Alors, le projet Pop-Up d'Airbus a été le plus médiatisé en France depuis 2017, à la suite du Salon de l'automobile. Mais il y a aussi la collaboration entre Porsche et Boeing sur des voitures volantes électriques. Et puis aussi la mise en relation de la NASA avec Uber pour mettre en place un système qui s'appelle Urban Air Mobility. Alors, je vous ai parlé du constructeur chinois qui s'appelle Iwang, qui développe un modèle de taxi autonome. Il y a aussi d'autres exemples qui fleurissent à Dubaï et dans d'autres capitales du Golfe Persique. Alors, l'hydrogène apporte un élément intéressant. Le meilleur moyen de sortir de l'aéronautique de cette crise, c'est d'investir, c'est d'innover et d'inventer l'avion zéro émission d'ici 2035. C'est le message de l'actuel ministre des Transports sur son compte Twitter. Alors, des progrès sont attendus. Airbus a annoncé l'utilisation de l'hydrogène décarboné pour la propulsion de ses avions dès 2035. Et donc, est-ce qu'il est possible de concilier pragmatisme écologique et pragmatisme économique pour faire émerger de nouvelles activités d'éco-aviation? Eh bien, plusieurs projets de recherche vont dans ce sens. C'est en tous les cas un élément extrêmement stimulant qui peut faire vivre le débat ici depuis Cancale et mettre du vent dans les voiles dans les relations avec nos amis japonais qui sont très en avance dans la construction, la préfiguration de cette société de l'hydrogène, de la façon dont va éclore effectivement à l'issue des Jeux Olympiques de nouvelles dynamiques industrielles, de nouvelles dynamiques urbaines, de nouvelles dynamiques créatives et collaboratives. Et c'est certainement cet élan que Cancale pourrait également prendre sous son aile en se rappelant les coopérations qui se sont développées dans les années 60 avec les Japonais en ce qui concerne la filière de l'ostréiculture et notamment les filières qui s'étaient mobilisées du côté de la baie de Sendai. Et donc, pour Cancale, l'un des enjeux forts est de décloisonner l'innovation. Pour ce faire, il faut éviter au maximum le chevauchement de projets et offrir un territoire d'expérimentation où des créateurs puissent tester et mettre en défi des complémentarités et des conjugaisons. C'est la grande question, il faut trouver ce territoire. Quel pourrait être le territoire qui pourrait justement permettre d'expérimenter ces solutions du futur, ces nouvelles formes de mobilité? Alors, il y a actuellement un projet qui est développé par un groupe de chercheurs nord-américains et qui vise justement à déployer un dynamisme dans le domaine des vélos, mais aussi des taxis volants. Ce projet s'appelle Pop-Up. Il est développé par une start-up qui est mise ici en valeur à travers cette présentation. Elle vise aussi à se rendre extrêmement complémentaire des modes alternatifs de transport à la demande qui vont émerger dans les airs et entend, c'est le projet FlyUp, développer un modèle de mobilité qui pourrait lui aussi émerger dans la baie et développer une coalition créative d'acteurs avec des briques technologiques, pourquoi pas franco-japonaises, entre la Bretagne et le Japon, depuis Cancale, pour justement engager cette ruée vers l'hydrogène avec l'ensemble des technologies en présence. Alors, effectivement, nous parlons de taxi volant. Cette expression taxi volant a été choisie
dans la baie du Mont-Saint-Michel, depuis Cancale, c'est peut-être ce périmètre, ce territoire qui pourrait offrir une brèche. Alors, libéraliser les taxis a été une sphère d'innovation dans la gouvernance publique. C'est une activité qui est réglementée, qui est très encadrée juridiquement. Elle procure le bénéfice d'une ADS, autorisation de stationnement sur la voie publique, et nécessite la détention d'une carte professionnelle de conducteur de taxi pour exercer ce métier. Il y a eu en 2007 une tentative de bouleverser le champ d'exercice de cette activité qui faisait notamment suite aux travaux de la commission Attali. Il est toujours possible aujourd'hui d'accéder à ce rapport qui s'intitulait « 300 décisions pour changer la France ». Alors, ce rapport Attali avait jeté un pavé dans la mare dans le domaine de la réglementation des taxis en voulant faire sauter le numerus clausus et mettre beaucoup plus d'innovation en matière de mobilité. Et donc, vous pouvez l'imaginer, ce rapport a suscité beaucoup d'opposition et beaucoup de mesures n'ont pas été jusqu'au bout. Mais toujours est-il que c'est un cadre de réflexion qui pourrait être extrêmement utile pour faire germer cette approche novatrice de taxi volant, puisque le rapport Attali avait ouvert un cadre programmatique et juridique pour que les pouvoirs publics prennent en compte de nouvelles alternatives de transport à la demande. Alors, de façon infructueuse, il y a eu aussi la directive service qui envisageait des propositions assez fortes pour libéraliser l'offre de transport. Toutefois, les orientations étaient assez ambitieuses et la transposition n'a pas permis d'aller jusqu'au bout. Et il a fallu sans doute trouver des adaptations avec les différents gouvernements nationaux. Mais vous dire que la bataille n'est pas perdue parce que de nombreux appels à idées émergent, à la fois pour réenchanter des espaces de stationnement, des friches industrielles qui existent dans le pays de Saint-Malo, sur la côte d'Émeraude, mais aussi dans d'autres villes de l'arc atlantique, du côté notamment de Nantes-Saint-Nazaire. Et il y a eu à ce titre peut-être des innovations apportées, et notamment de l'autre côté de la Manche, à travers un nouveau modèle qui s'appelle le Media for Equity, qui est une voie alternative pour le financement des startups et des associations, puisqu'elle consiste à offrir des espaces publicitaires à des projets innovants en échange de participation. Et peut-être que l'aviation, l'éco-aviation, cette ruée vers l'hydrogène pourrait, dans les mobilités du futur, être stimulée par de nouveaux acteurs et en particulier des opérateurs qui interviennent dans des aéroports. Je pense à JC-Deco, qui est un opérateur également de mobilier urbain et qui pourrait certainement aussi pousser des dynamiques croisées, encourager de nouvelles vitrines pour des porteurs de projets innovants ici à Cancale qui voudraient développer des liens avec le Japon. Vous dire qu'en regardant aussi la mer, qui est une source d'innovation, nos voisins anglo-normands sont aussi extrêmement preneurs de retransformer des espaces, de leur redonner une nouvelle vie. Et c'est le projet Viva la Valette qui vise à recréer des bassins de baignade, des bassins, des piscines d'eau de mer et qui trace peut-être un sillon dans une actualité extrêmement prometteuse puisque un artiste britannique a été chargé d'investir la Méditerranée pour développer un premier musée sous-marin à Cannes, près du rivage de l'île Marguerite. Et ce projet écologique d'une œuvre toujours en mouvement que la mer viendra peaufiner pourrait peut-être accueillir des taxis volants, inspirer cette relation entre Cancale et la paroisse Saint-Clément à Jersey, mais aussi la relation Saint-Malo-Guernesey. Ces piscines d'eau de mer attirent effectivement des baigneurs, des animations, des activités récréatives et peut-être que des vélos volants pourraient justement rayonner autour de ces lieux d'agrément et qui ont marqué l'âge d'or de villégiature de la Côte d'Émeraude, de cette capacité à innover. Je voudrais aussi encourager le débat sur la place que peuvent jouer aujourd'hui entre le Japon et la France des financements, des dynamiques de financement innovants à travers des fondations, à travers des acteurs, des startups, des incubateurs, des espaces de coworking, des accélérateurs et programmes franco-japonais qui pourraient certainement avancer
et poussé à cristalliser des dynamiques d'innovation dans le domaine de l'hydrogène. C'est l'esprit de la transition énergétique qui inspire le Japon, mais aussi la France. Et sans doute qu'avec la COP26 qui se déroulera au Royaume-Uni, des dynamiques collaboratives d'innovation pourraient sans doute être développées avec les îles anglo-normandes. Souhaitons en tous les cas que ce grand passé maritime qui a fait l'âge d'or de Cancale rayonne pour faire de la baie du Mont-Saint-Michel avec Cancale et le Japon une Babylone de l'hydrogène, développer ensemble de nouvelles dynamiques. C'est le sens des sociétés d'économie de services qui visent à donner une valeur sûre aux économies d'énergie réalisées. Et c'est certainement des coalitions créatives, de nouveaux acteurs dans la baie du Mont-Saint-Michel, au Japon, entre Sendai et Cancale, qui pourraient certainement dynamiser cet élan. Je voudrais vous laisser pour conclure les références d'un site internet dans lequel vous pouvez suivre des projets. Vous dire aussi que des projets insolites sont actuellement mis en place et que c'est certainement la créativité, l'innovation qui peut nous rapprocher, de rapprocher les continents, rapprocher les idées aux inspirateurs, les financements aux innovations. Je vous remercie à tous pour votre attention et si vous avez des questions, je vous invite à réagir dans la petite boîte qui a été créée à cet effet, bulle de discussion dans laquelle vous pouvez poser vos questions ou sinon réagir avec le micro. Merci à vous. Bien, je vous laisse faire part de vos questions, de vos interrogations. Peut-être que dans vos différents voyages, vos différents déplacements, vous avez pu voir des expérimentations similaires menées ailleurs. Je suis à votre écoute pour réagir. Cette conférence est enregistrée, elle sera aussi restituée en vidéo et je transmettrai à l'ensemble des participants les planches afin que vous puissiez aussi développer vos propres réflexions sur ce sujet.